parlais avec un entrepreneur récemment qui m'a demandé qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer l'Emlist aujourd'hui. C'est une question que j'aime pas forcément parce que, en fait, si je devais recommencer l'Emlist et que je devais faire les choses différemment, en fait, j'aurais un résultat qui serait différent d'aujourd'hui. Et honnêtement, réussir à construire une boîte qui vaut plus de 150 millions en 3 ans et demi. À côté de ça, j'avais vendu une boîte, un projet que j'avais lancé. L'Emlist, on a revendu 20% de la boîte pour 30 millions de dollars. Donc, c'est des choses assez folles. Aujourd'hui, on est à plus de 30 millions d'ARR, 10 millions d'EBITDA. Donc, quand je me pose cette question, en fait, je changerai rien parce que je suis super content de l'endroit où on est aujourd'hui. Par contre, je me demande, tu vois, quels sont les conseils peut-être que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer. Et le premier, du coup, conseil, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis archi compétitif depuis tout le temps et dans tout. J'étais très très mauvais perdant quand j'étais jeune, je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai toujours été très compétitif et j'adore me challenger. Mais je pense que l'esprit compétitif, ça reste toujours une forme un peu de manque de confiance en soi. En fait, on est compétitif parce qu'on a toujours besoin de se rappeler que potentiellement on est meilleur que les autres pour se rassurer. Bon, on va pas rentrer dans une psychanalyse, mais du coup, la raison pour laquelle c'est important de pas se comparer aux autres, c'est chaque chemin est vraiment différent. Et en fait, en une dizaine d'années d'entrepreneuriat, je pense que j'ai rencontré des milliers d'entrepreneurs partout dans le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde a une histoire différente. J'ai vu des gens qui, en un mois, passaient de 0 à 1 million d'ARR. Alors que nous, typiquement, ça nous avait pris je pense, 1 an et demi quasiment, ou 2 ans peut-être. J'ai vu des gens qui ont mis 5 ans ou 6 ans avant de faire 1 million d'ARR. Et puis qui, après, par contre, en 1 an et demi après ça, ont réussi à atteindre 20 ou 30 millions. Donc en fait, chaque histoire est différente. Et ce qui est le plus important, et la raison pour laquelle je parle de comparaison avec d'autres entrepreneurs, et c'est peut-être un point que j'aurais dû mentionner avant, mais en fait, quand on se compare, c'est ce qui peut soit potentiellement nous motiver, soit nous décourager. Et le but de l'entrepreneuriat, c'est de travailler en fait sur des projets qui nous animent, être bien dans ce qu'on fait et d'avoir les ressources nécessaires pour continuer à survivre. Parce que les premières années, ça reste de la survie. Et je pense que quand on se compare trop avec les gens, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs arrêter leur boîte parce qu'ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était pas assez bien, pas assez vite, pas assez fort. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait un truc du genre si vous vous réveillez un jour et que vous n'avez pas du tout envie de travailler, ça va. Si vous le faites 2 fois, ça devient limite. Mais si ça vous arrive trop souvent, en gros, c'est le moment de changer, quoi. Et je pense que c'est un peu la philosophie qu'il peut avoir dans sa boîte. Et quand on se compare avec les autres, en fait, on trouvera toujours mieux, toujours plus rapide. Et du coup, ça peut être parfois un peu démotivant. Et je pense que c'est super important d'être vraiment concentré sur son propre chemin et d'essayer d'enlever au maximum le bruit qu'il y a autour. Donc ça, c'est plutôt un conseil pour toutes les personnes qui sont un peu compétitifs comme moi et qui ont pu parfois être un peu déprimés de voir des gens réussir ultra vite. Parce que c'est pareil, l'Emlist, là, je vous ai sorti des chiffres comme ça qui sont totalement fous. Et c'est vrai que même moi aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. Mais la vérité, c'est qu'avant l'Emlist, j'ai passé plus de 2 ans à galérer sur des projets qui ont plus ou moins jamais marché. Et ça, en fait, évidemment que je le prends pas en compte dans la création de l'Emlist, parce que c'était pas le début où j'ai commencé à bosser sur ce projet, mais c'est quand même des années que j'ai passé à charbonner et à galérer qui devraient limite être pris en compte dans ce processus entrepreneurial. Deuxième conseil, en fait, et ça c'est un truc qui est super important, c'est le compound effect en anglais, donc les intérêts composés en français. Et tout ce qu'on fait a des intérêts composés. Donc toutes les petites actions que vous allez faire, je pense que vous avez tous dû voir le schéma 1% meilleur chaque jour, et en fait on se rend compte que sur une année, en fait ça fait une exponentielle comme ça assez folle. Et en vrai, quand vous lancez un produit, quand vous lancez un service, vous le voyez parce que quand vous avez un client, le premier client est souvent dur à signer. Quand vous en avez 100, le 101e client, il est beaucoup plus facile à signer que le premier client. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez une marque, vous commencez à être connu, du coup, les gens parlent de vous et quand il y a de la confiance, c'est beaucoup plus facile pour les personnes du coup d'acheter votre produit ou service. Et en fait, ça, c'est un truc, ça marche
dans le positif, donc dans le marketing, toutes les petites actions que vous allez faire, dans le sales, etc. Mais ça marche aussi dans les comportements qui sont un petit peu toxiques. Donc ça, c'est peut-être, ça sera le sujet du coup d'une autre vidéo sur notamment le rôle du CEO et comment il évolue. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question, donc je ferai une vidéo là-dessus. Mais en fait, vous pouvez avoir des gens dans vos équipes qui vont avoir un comportement toxique et en fait, on s'en rend pas compte au départ, mais c'est potentiellement un peu le fruit pourri qui va commencer du coup à affecter tout le reste. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est des intérêts cumulés, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et c'est pour ça que c'est super important d'être super focus sur votre équipe, mais aussi sur ce que vous faites. Parce que si vous laissez passer en fait des choses qui sont pas dignes de l'excellence que vous avez envie d'avoir pour votre boîte, ben en fait, ça sera comme une gangrène. Et par contre, si vous mettez un niveau d'exigence qui est ultra élevé, en fait, ça sera très positif. Donc, je peux vous donner un exemple. En gros, dans les recrutements que nous, on a fait, il y a eu des moments où en fait, on avait besoin, ou en tout cas, on se disait qu'il fallait qu'on recrute en batch. On a recruté très rapidement des groupes de personnes. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que l'exigence que moi j'avais dans les débuts, en fait, n'était plus du tout là. Et que la qualité de ce qui était produit était vraiment nulle. Et que du coup, ça créait en fait un peu une sorte de cercle vicieux, un peu démotivant pour ce qu'on va appeler les A-players, donc les gens qui sont les plus performants dans une boîte, qui se retrouvaient en fait à travailler avec des gens très moyens, qui en fait s'en foutaient un peu de leur taf, bossaient vraiment. Donc on avait, je vais vous raconter des petites anecdotes, mais typiquement on avait une fille qu'on avait recrutée qui en fait postait des TikTok au taf. Donc ce qui est vraiment genre pour moi l'horreur quoi, tu vois, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, je me dis putain mais dans quelle boîte ça peut arriver et tout. Et cette meuf là postait des TikTok d'elle, genre qu'elle recordait en plein milieu de l'après-midi, où en fait son TikTok ça disait il est 2h30 de l'après-midi, j'en ai déjà marre, je vais faire semblant de sortir prendre un café et je reviendrai que 2 heures plus tard. Nanana. Mais en fait, ça, quand tu montes une boîte et quand tu montes une startup, tu peux pas avoir ça. Enfin, tu vois, et en gros, ce genre de comportement, je voyais que ça avait ricoché un petit peu sur d'autres personnes qui se laissaient influencer négativement et du coup, ça fonctionnait pas. Et à l'inverse, quand Charles est arrivé, du coup, Charles qui est maintenant CEO de l'Emlist, bah en gros, on a eu une discussion et en fait, lui, il était très clair là-dessus et j'ai adoré cette façon de faire, mais c'était en mode, bah non, en gros, il faut que dans la boîte, on n'ait que des gens qu'on considère être 8 sur 10 ou plus, quoi. Donc que des top performers. Et ça, en fait, ça a été un vrai changement et il a fait franchement un taf exceptionnel là-dessus pour améliorer la densité de talent. Et en fait, ce qui est ouf quand tu fais ça, c'est que ça s'imprègne, tu vois, dans la culture de ta boîte. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est au courant que les gens qu'on recrute doivent être soit très bons, soit excellents, bah en fait, les process de recrutement, ils sont beaucoup plus durs. Tu recrutes peut-être moins vite, mais ton équipe, elle cartonne. Et ça, c'est vraiment game changer. Pendant très longtemps, j'avais un petit peu du mal à croire les profils 10x, comme on peut appeler. Donc, c'est des profils qui, c'est pas forcément qu'ils vont travailler 10 fois plus que les autres, loin de là. C'est juste des profils qui vont réussir à produire quelque chose qui va avoir 10 fois plus d'impact. Et quand je dis quelque chose, ça peut être des articles, ça peut être du code, ça peut être une idée par rapport à une stratégie. Et ces profils-là, ils existent. Mais ces profils-là, ils détestent bosser avec des gens qui sont moyens. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre du temps, en fait. Et je le comprends. En fait, c'est chiant et c'est très poussif quand tu travailles avec des gens qui sont moyens. Et peut-être que ça va mal être interprété quand je vais dire ça. Et je pense qu'il y a pas de souci à être moyen, qu'on doit se former, qu'il faut apprendre, etc., etc. Mais en gros, quand toi, tu veux une boîte qui soit exceptionnelle, tu peux pas avoir des actions banales en fait, ou des actions moyennes. C'est totalement impossible. Et après, il y a plein de boîtes qui sont moyennes, qui demandent des gens moyens, qui vont pas demander un niveau d'exigence trop élevé. Et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. La moyenne, c'est pas négatif. La moyenne, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une moyenne entre des choses très bonnes et des choses moins bonnes. Et c'est ça qu'on appelle la moyenne. Donc, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. C'est juste une question d'ambition par rapport au type de projet qu'on veut faire. On ne peut pas vouloir un projet qui soit international, qui soit totalement hors norme, si on a un comportement qui est totalement normal.
Le troisième conseil, c'est la croissance. C'est une courbe en S. Donc, je vais faire un S ici. Tac. Pourquoi une courbe en S? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que c'était exponentiel. Sauf que ce qui fonctionne à un jour J ne fonctionnera pas forcément à un jour J plus 1. Donc nous, tout ce qu'on a fait au départ, bah évidemment qu'en fait, ça a fonctionné super bien. Et il y a un moment où même notre croissance, on ne savait pas forcément d'où ça venait parce que c'était vachement organique, ce qui veut dire que les gens tapaient l'Emlist, donc beaucoup de bouche à oreille, etc. Mais comment est-ce que tu fais pour influencer ton bouche à oreille? Bah, en fait, on ne savait pas trop. On continuait du coup de faire tout ce qu'on faisait, nos actions marketing, donc des webinars, la communauté, amélioration du produit, etc., etc. Mais du coup, tous les mois, en fait, on avait une croissance à 2 chiffres. Donc, quand tu grossis de 15 à 25% tous les mois, et ça a été le cas jusqu'à 10 millions d'ARR, bah, en fait, il y a un moment où tu te dis, c'est sûr que le mois d'après, ça sera comme ça. Et donc, on continuait de faire toujours ça, toujours la même chose, toujours plus de webinars, plus de communauté, tout ça. Sauf qu'à un moment, on a atteint un plateau. Et pourquoi on a atteint un plateau? Parce qu'on n'avait pas réfléchi à cette S-curve. Donc, la croissance, c'est des S-curves comme ça, ce qui veut dire que, en gros, tu as ton premier S, puis tu as ton second S, puis tu auras ton troisième S, etc. Ce qui est tout à fait normal. Donc, en gros, tu as des plateaux à chaque fois. Et pour éviter ce moment de plateau, il faut que tu planifies ta S-curve en amont. Donc, il faut que tu commences à faire des choses qui soient différentes, tester des nouveaux canaux d'acquisition, réfléchir à ta stratégie long terme, etc. Et ça, c'est un truc vraiment quand on a atteint ce qu'on appelle le product market fit, donc le moment où ton marché accueille ton produit à bras ouverts, si je puis dire, et donc où tu as une croissance assez folle, bah en fait c'est assez grisant, c'est comme une sorte de drogue quoi, parce que tout fonctionne, tout ce que tu fais marche, c'est ouf, et quand tu atteins un plateau, là tu te prends une claque et tu sais pas pourquoi. Et tu n'arrives pas à savoir pourquoi et tu comprends pas. Et en fait la raison c'est parce que tu n'as pas planifié pour la suite. Donc la stratégie ça reste quand même super important. Conseil numéro 4, je l'ai mis en anglais, love the game. Donc ça veut dire, en gros, le business, c'est pas une guerre. Pendant très longtemps, je pensais que le business, c'était une guerre. Et ça, c'est peut-être lié aussi au côté ultra compétitif. Mais du coup, je voulais pas parler à mes concurrents. Je les voyais un peu comme des ennemis. Ou en tout cas, ça, c'était avant de lancer l'Emly, je dirais que j'avais plutôt cette mentalité-là. J'avais l'impression toujours de bosser sur des choses secrètes, etc., etc. Et en fait, je vais vous raconter une petite histoire. Récemment, je parlais avec un mec, je vais pas mentionner ni le nom de sa boîte, ni son nom. Mais en gros, lui, il a toujours été très pote avec ses concurrents. Sa boîte, elle grossissait bien, il connaissait très bien ses concurrents, et à un moment, il y a un de ses gros concurrents qui a été racheté par un private equity. Et le private equity, du coup, bon, c'est private equity, tu peux voir ça comme des investisseurs qui ont beaucoup d'argent et qui en général décident, quand ils s'attaquent à un marché, de récupérer des gros acteurs. Et parfois, ils font des stratégies, ce qu'on appelle de build-up, où en fait, ils vont racheter des acteurs dans ce même space afin de construire l'acteur qui va tout dominer. Et une fois qu'ils ont un acteur qui domine tout, ben, en fait, ils contrôlent le marché. Et quand tu contrôles le marché, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes tes prix, tu n'as plus de compétition, donc en fait, tu fais ce que tu veux. Et du coup, bref, dans cette industrie, ce mec-là, il me disait qu'il s'entendait super bien avec ses concurrents et que quand son gros concurrent s'est fait racheter, pardon, il est allé le voir, ils ont discuté et puis en fait son gros concurrent il lui a dit mais ça t'intéresserait d'être racheté, voilà les multiples qu'on a eu, ce qui était un très bon deal et tout. Mais par contre, dans leur marché, il y avait une boîte qui n'était pas la plus grosse, mais où le CEO c'était un con, tu vois. Franchement, c'était le mec, il parlait tout le temps mal, il faisait tout le temps des sales coups. Il essayait tout le temps d'aller choper les employés des autres concurrents. Il envoyait des faux messages sur les réseaux sociaux. Il faisait que des coups un peu dirty. Donc, typiquement tout ce que je déteste dans le business. Je sais qu'il y a des gens, notamment certains entrepreneurs assez connus en France, qui vont vous dire non mais à ce stade de business, faut être un requin, nanana. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que quand tu fais un business et que tu es gentil, au bout d'un moment, ça paye. Moi, je suis peut-être bisounours et fleur bleue, mais je pars du principe, et toutes les personnes qui me connaissent ou qui m'ont rencontré le savent, c'est que moi, j'ai toujours essayé d'apporter un max de valeur, de répondre aux questions des gens. Moi, je crois énormément au karma, et je pars du principe, en fait, que aider les gens quand tu as réussi, ça devrait être la base. Et en fait, tu as des gens qui ont cette mentalité inverse, qui, dès qu'ils réussissent, se disent qu'ils vont tirer avantage de cette position de réussite pour écraser les gens, faire des sales coups, etc.
Et ça, j'y crois pas du tout. En fait, je crois vraiment que quand tu es gentil en business, au bout d'un moment, ça paye. Peut-être que tu vas te faire niquer et je pourrais faire une vidéo sur toutes les fois où je me suis fait niquer si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais en fait, je pars du principe que quand tu es sympa, quand tu fais confiance aux gens, c'est sûr qu'il y en a qui vont profiter, mais tu vas t'en rendre compte très vite et ces gens-là, tu vas pouvoir les exclure très très rapidement de ton cercle. Par contre, tu vois, quand tu es plus méfiant et tout, ben en fait, potentiellement, il y a plein d'opportunités que tu vas louper. Et donc, pour revenir à l'histoire avec ce gars qui avait justement sa boîte et qui a fait que des coups de pute pendant des années, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entrepreneur à qui je parlais, il a revendu sa boîte au private equity. Donc, tu avais la plus grosse boîte plus sa boîte qui ont fait une fusion. Ils ont racheté aussi les autres petites boîtes, sauf la boîte du connard. Parce que personne ne voulait bosser avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le groupe de private equity? C'est simple en fait. Ils ont décidé de tuer la concurrence. Et la concurrence, c'était qui? C'était lui. Et comment ils ont fait? En fait, ils ont, dans un premier temps, cassé les prix. Donc lui, il pouvait plus du tout tenir. Il a dû fermer sa boîte. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait le private equity? En fait, ils ont engagé toutes les personnes que lui avait engagées, puisqu'il connaissait très bien l'industrie. Et petit à petit, ils ont remonté les prix jusqu'à atteindre des prix encore plus élevés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un build-up, une stratégie de build-up. Et après, potentiellement, ils ont revendu la boîte consolidée à un autre private equity et ils se sont fait leurs multiples choses assez classiques. C'est triste, évidemment, pour la personne qui a plié sa boîte, etc. Et c'est pas un truc que je souhaite. Mais la morale dans tout ça, c'est que le business, c'est pas une guerre. Et qu'en fait, même tes concurrents les plus proches, en fait, c'est toujours bien d'avoir des relations positives avec eux parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. En fait, on n'est pas à l'abri qu'un jour, un de tes concurrents, pour X ou Y raison, grossisse 100 fois plus vite que toi et puis veuille te racheter. Tu le sais pas, en fait. Et ça, c'est pour ça que... Et pareil, tu vois, il y a des choses dans une industrie où parfois, c'est utile d'être en groupe pour faire changer les lois, pour faire du lobbying. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire quand tu t'entends bien avec tes concurrents. Et du coup, ça sert à rien de penser que c'est une guerre. Parce que ça ne l'est pas, en fait. C'est super chaud. Conseil numéro 5, ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là-bas. J'en ai un petit peu parlé pendant la partie sur la S-curve, donc la courbe en S. Mais du coup, globalement, c'est assez simple. Tout ce que tu as fait pour aller d'un point A à un point B, en fait, ça ne te permettrait pas forcément d'aller au point B vers le point C. En fait, chaque boîte a différents paliers. Je peux te partager un peu pour l'Emlist nos différents paliers. Mais nous, typiquement, jusqu'à 10 millions, on a été très focus SMBs, donc petit business, voire very SMBs, donc vraiment très très petit business. Et en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, ces petits business, la raison pour laquelle ils annulaient leur abonnement, c'était souvent parce qu'en fait, leur business ne fonctionnait pas. Mais ça, du coup, c'est triste parce que oui, c'est cool parce que tu te dis que l'Emlist est un produit super utile et que les gens s'en servent et que ça fonctionne et que c'est pas à cause de toi qu'ils annulent leur abonnement. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils annulent leur abonnement. Donc toi, tu vois, ça impacte ton chiffre d'affaires et du coup, ça impacte ta croissance. Donc ça, tu vois, ça a été une phase pour l'Emlist et cette phase où on était très présent avec toutes les petites entreprises et notre façon de communiquer était très spécifique, en fait, elle s'est terminée. Elle s'est terminée pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les équipes qui voyaient le plus de valeur dans notre outil, c'était toutes les équipes sales entre 3 à plus de 100 sales. Et donc du coup, quand on a vu ça, en fait, on a dû changer notre stratégie, on a dû changer aussi notre produit. Et donc forcément, quand tu changes ta stratégie, ça veut dire que tu changes aussi tes équipes en interne, tu dois changer la façon dont tu t'adresses à tes clients, la façon dont tu les onboards, la façon dont tu vas t'occuper d'eux, parce que si c'est des boîtes plus grosses, évidemment, tu dois mettre en place des systèmes un peu différents. Et ça, c'est ultra important. C'est ultra important de se dire qu'en fait, on peut aller d'un point A à un point B avec une certaine stratégie, mais que si on veut aller au point C, potentiellement, il faudra changer cette stratégie. Point numéro 6, la compétition, ça sert à rien, sois unique. Pourquoi je dis ça? Donc ça, c'est une phrase de Peter Thiel qui dit que la compétition, c'est pour les losers. Et la raison pour laquelle il dit ça, c'est parce qu'à partir du moment où on peut te comparer à une autre solution qui existe sur le marché, en fait, tu deviens juste potentiellement une liste de fonctionnalités et tu te bats sur les mauvaises choses. Et je pourrais faire une vidéo à part sur ce que Peter Thiel dit là-dessus, mais globalement, tu as différentes façons d'être unique avec notamment un levier technologique, donc construire une solution qui soit 10 à 20 fois meilleure que ce que le marché existe, avoir une marque forte, etc., etc. En fait, je trouve que c'est un exercice mental qui est assez intéressant, qui est de se dire comment est-ce que je me positionne dans mon marché
afin qu'on ne puisse pas me comparer à d'autres personnes. Et ça, en fait, la question du coup, elle vient, comment est-ce que je crée quelque chose qui est unique? Dans notre cas, tu vois, on a dès le départ développé une communauté. Je sais qu'on parle beaucoup de communauté et tout. En B2B, donc business to business, des communautés, il n'y en avait pas énormément. Et donc nous, on a eu rapidement la plus grosse communauté de sales, donc de commerciaux dans le monde. Et en fait, grâce à ça, ça nous a permis de créer un réseau très fort de gens qui s'entraidaient, mais pas que. Cette communauté, en fait, est devenue notre avantage technologique, puisque en fait, on était une des seules boîtes de sales automation à avoir des clients dans plus de 100 pays différents, puisque notre plus gros marché, ça a été les US dès le départ, mais rapidement, on s'est étendu aussi en Europe et dans le reste du monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir cette variété de typologies de clients grâce à notre ADN qui était assez unique, en gros, on a créé un outil qui s'appelle Lemwarm qui permettait en fait à tous nos clients de s'envoyer des messages entre eux automatiquement afin de voir où les messages atterrissaient. Puisque quand les gens font de la prospection, si leur message arrive en spam, en fait c'est un énorme problème. Ça veut dire que s'il est en spam, personne ne le lira et donc potentiellement ils ratent des deals, donc ils perdent de l'argent, etc. Et pourquoi on a fait cet outil? On a fait cet outil non pas seulement pour te dire où est-ce que ton message atterrit, mais parce que si le message atterrit en spam, vu que nous on contrôle les mailbox de tout le monde, en fait on peut le sortir du spam facilement et donc commencer à envoyer des signaux positifs pour dire vous inquiétez pas, c'est pas des spammers, c'est des gens qui font de la prospection. Et ça en fait, cet atout nous a donné deux choses. Un, on avait la communauté, donc c'est lié à la brand, à ta marque, mais aussi un avantage technologique puisque tu peux pas reproduire un réseau qui est unique en fait. Et ça nous a mis bien devant la compétition et ça nous a positionné totalement différemment versus nos concurrents. Et je pense que ça a été aussi une des clés de notre succès et de la rapidité de croissance. Le 7e conseil, c'est du coup de documenter tout ce que tu fais depuis le premier jour. Pourquoi est-ce que c'est important? Je le dis souvent en conférence et je parle souvent de Marco Polo. Donc je demande aux gens qui a découvert la route de la soie. En général, les gens me disent Marco Polo puisque c'est comme ça qu'on le connaît. Sauf qu'en fait, Marco Polo, c'était juste un marchand vénitien, donc de Venise, qui a été le premier à documenter ses voyages dans les carnets de Marco Polo, je crois que ça s'appelle, carnet de voyage, je sais plus comment ça s'appelle exactement, carnet de vacances, truc qui n'a rien à voir. Bon, je digresse. Et du coup, était le premier à documenter en fait toutes ses aventures. Et je suis resté sur les carnets de vacances de Marco Polo. Moi, je suis bon. Des fois, mon cerveau, il part dans des trucs un peu bizarres. Bam, bam, bam. Marco Polo, du coup, il documentait tous ses voyages, même si c'était pas le premier à avoir découvert la route de la soie. Avant lui, il y avait des milliers de marchands vénitiens qui avaient parcouru exactement les mêmes chemins, mais c'était le premier à l'avoir fait. Et des centaines d'années plus tard, en fait, on continue de parler de lui parce que c'était le premier à le documenter. Et du coup, il y a 3 raisons pour lesquelles tu devrais documenter tout ce que tu fais dans ton business. 1, c'est toujours cool de relire ce qu'on a fait. Et moi, j'adore en fait aller relire des vieux articles parce que ça me rappelle tout ce qu'on faisait au départ. Et franchement, c'est trop bien d'avoir des souvenirs. Je regrette de ne pas avoir fait plus de vidéos et plus de vlogs au tout début. Je pense que j'étais un peu gêné de parler en anglais, donc j'ai mis du temps avant de faire mes vidéos en anglais et tout. Mais je pense que j'aurais dû le faire en français. C'est un petit regret, mais je trouve que c'est toujours cool de revenir en arrière. 2, quand tu documentes ce que tu fais, en fait, tu te forces à avoir ce qu'on va appeler une accountability en anglais. Donc en fait, tu te sens redevable par rapport à ton audience de continuer à te développer et ça te met une certaine pression. Donc typiquement, à chaque fois que j'annonçais nos différents milestones de revenus, en fait, je me disais, putain, il va falloir que je fasse un article bientôt pour annoncer un nouveau milestone plus haut. Donc en gros, je suis obligé de tout faire pour que la boîte, elle continue à grossir. Et ça te force. Ça te force à quoi? En fait, ça te force à prendre des décisions difficiles. Parce que le nombre de fondateurs que je vois qui se mentent à eux-mêmes en se disant ah non, mais ça, je le ferai plus tard, on doit d'abord bouger le produit, nanana. Non, en fait, quand tu sais que si dans 3 à 6 mois, tu n'as pas annoncé de nouveaux paliers de revenus, en fait, les gens ils vont commencer à se poser des questions et donc ils vont se dire ah, peut-être que ça marche moins bien, tout ça. Je peux te dire que ça va te pousser à aller faire du sales et à aller faire les trucs qui sont un peu plus difficiles. En tout cas, moi, c'était le cas et je pense que c'est ultra utile. Et le 3e point qui est génial, c'est que quand tu documentes, en fait, tu es obligé, c'est un peu une sorte de psychanalyse. Tu regardes tout ce que tu as fait dans le passé et tu te rends compte de tes erreurs. En fait, c'est important de documenter ces erreurs pour ne pas les refaire.
Et en fait, je trouve que il y avait des moments où j'écrivais des articles, je me souviens. J'ai fait quelques vidéos aussi, mais plutôt des articles. Et en fait, je regardais mes articles et je me disais, putain, mais quand j'écrivais, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a été con d'avoir fait ça. Et en fait, tu as tellement honte de l'écrire que tu sais que la prochaine fois que tu vas faire quelque chose, tu vas d'abord vraiment bien te poser et réfléchir pour faire la stratégie, on va dire, la plus intelligente possible et pas refaire les mêmes erreurs. Conseil numéro 8, si ça ne tue pas ta boîte, ça sert à rien de surréagir. Je me rappelle, au tout début, il y a eu des fois où il y avait des problèmes avec des clients et on avait des messages, une mauvaise review, quelque chose comme ça et tout. Et en fait, je sais que c'était des choses qui m'empêchaient de dormir, qui me stressaient. J'avais beaucoup de stress et d'anxiété au départ parce que forcément, je voulais que tout soit parfait et tout. La vérité, c'est que ça sera jamais parfait. Et que ta boîte, elle va potentiellement mourir à plein de reprises, mais qu'il faut vraiment changer ton état d'esprit de c'est un problème à on va trouver des solutions. Donc je vais te donner un exemple que je peux partager. Un jour, Google est venu vers nous et nous a dit bah en fait d'ici une semaine on coupera les accès si vous n'avez pas rempli X, Y, Z et il nous partage un document qu'on n'avait jamais vu. Et en fait ce qui se passait c'est qu'il nous avait écrit sur une adresse qu'on consultait plus et donc on avait totalement loupé les emails. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir changer toutes nos policies, développer des choses en interne sur la partie tech, etc., etc. Donc ça a été très très dur. Mais en fait, je pense que ça a aussi rapproché vachement les équipes. Parce que quand on a vu ça, en fait, on a tout arrêté. On s'est dit, OK, les gars, maintenant c'est un problème critique. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour résoudre ce problème? Parce que si Google, en fait, nous coupe tous nos accès, globalement, c'est très compliqué pour nous de continuer à faire le business. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que quand tu as des scénarios comme ça, ou c'est ce qu'on va appeler en anglais near-death experience, donc où tu as l'impression de voir la mort droit dans les yeux, en fait, tu te poses des questions. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est OK, si Google nous coupe les accès de demain, est-ce qu'on perd vraiment tout notre revenu et tout notre business? Et donc là, on a commencé à trouver des solutions au fait que si Google nous coupe, voilà ce qu'on peut mettre en place qui en fait nous permettrait de survivre. Il nous faut 2 jours de dev pour le faire, donc ça devrait être bon. Donc déjà, ça nous a poussé à construire une solution qui nous permettait en fait de potentiellement basculer si un jour on avait un gros problème avec Google. Ce qui est quand même super rassurant parce qu'au début, on se disait quand même tout notre business repose là-dessus. Et en fait, en mettant tout notre jus de cerveau, on a réussi à trouver une alternative. Second point, on s'est mis tous ensemble et on a commencé à regarder le problème, le couper en plein de petits problèmes et ensuite on a mis chaque équipe sur chaque partie et en 2 jours c'était réglé. Et en fait quand tu fais ça, ça te rassure de ouf et ensuite tu te rends compte que globalement rien n'est insurmontable, qu'un gros problème en fait c'est juste la somme de plein de petits problèmes et que tu peux les résoudre les uns après les autres. Il faut juste baisser la tête, charbonner et en général tu pourras toujours t'en sortir et tu pourras toujours t'en sortir sur plein de choses, des histoires de fous en entrepreneuriat, vous allez en voir, mais en général il y a une solution à tout. Dernier conseil, ça c'est je pense que c'est Steve Jobs qui disait ça, education is the best marketing. Donc créer du contenu éducatif c'est la meilleure source de marketing. Et en fait nous on est dans une industrie qui a vachement évolué, qui est du coup la prospection commerciale. Et ça devient de plus en plus technique. Et c'est toujours devenu de plus en plus technique depuis 2018. Et on a toujours essayé d'apporter un maximum de contenu spécifique pour aider les gens dans la prospection qui devient de plus en plus technique. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tu es technique et spécifique dans un domaine en particulier, plus tu vas créer de la confiance avec les gens qui vont consommer ton contenu. Et plus cette confiance elle est développée et plus ces gens en fait seront à même d'utiliser ton produit ou ton service. Ce qui est assez logique en fait parce que quand tu as quelqu'un qui te parle d'un sujet, tu apprends énormément, tu testes ce qu'il t'a dit de faire et ça fonctionne, en fait la confiance elle est là. La confiance, je dis souvent que c'est un triangle qui est basé sur 3 points essentiels. Donc la connexion émotionnelle. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu te dis OK Guillaume, il raconte 2-3 trucs intéressants, ça a pas l'air d'être un trop gros connard. Donc je suis content de regarder, il a l'air plutôt sympa peut-être que tu as créé cette connexion émotionnelle. Donc ça c'est un truc que tu maîtrises plus ou moins parce que évidemment il y a des gens qui peut-être n'aiment pas du tout le prénom Guillaume, et du coup en fait dès qu'ils ont ouvert la vidéo, peut-être qu'ils aiment pas ma tête, peut-être qu'ils aiment pas mon collier de perles, j'en sais rien, mais direct ils se sont dit c'est qui ce charlatan et ils ont fermé le truc sans écouter. Donc ça c'est un truc
Parfois tu l'as, parfois tu l'as pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la crédibilité. Donc la crédibilité, c'est qu'est-ce que tu as fait auparavant pour être légitime de parler d'un sujet. Donc là, bah, moi je pense que niveau entrepreneuriat, j'ai revendu des boîtes, j'ai racheté des boîtes, j'ai investi des millions en start-up, j'ai fait quand même beaucoup d'argent. Donc je pense que je suis assez légitime pour parler d'entrepreneuriat. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle reliability en anglais. Ce qui veut dire quand tu fais une promesse à quelqu'un, est-ce que tu tiens ta promesse? Et donc ça, c'est quoi? C'est si je te dis par exemple, après cette vidéo, tu vas faire des millions, bah en fait, non, j'en sais rien, tu vois, c'est un peu survendeur. Par contre, si je te dis, ces conseils vont t'apporter quelque chose dans ton business et peut-être qu'il y en aura un qui changera le cours de ton business, là, clairement, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Donc quand tu fais du contenu éducatif, ta crédibilité, elle augmente et ta reliability, elle augmente aussi. Et aussi, potentiellement, ta connexion émotionnelle. Parce que, en fait, il y a des gens, au début, on a peut-être un peu de mal à les écouter, mais en fait, quand on les recommande encore et encore, en fait, en creusant, au bout d'un moment, on va s'attacher. Et dès que tu as ça, en fait, pour moi, tu as le combo gagnant pour vendre plus ou moins tout ce que tu veux à ton audience. Et je trouve que c'est logique parce qu'en fait, tu as gagné leur confiance. On dit bien gagner leur confiance, ce qui veut dire que tu as dû travailler pour avoir ça. Ça vient pas de nulle part, quoi. T'es pas le Tinder swindler, quoi. Donc voilà. C'est mes 9 conseils, ou en tout cas, c'est les 9 conseils que j'aurais aimé recevoir. Il fait super chaud ici. Je vous montre un peu la vue que j'avais pendant que je tournais cette vidéo, qui est quand même assez folle. Donc au fond, c'est la mer. Là, c'est la montagne. J'exprime ma gratitude à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça aide l'algorithme. N'hésitez pas aussi à me dire encore dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos que vous voulez que je tourne. Je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre aussi. Un point important, je lance cette chaîne en français. Ça me fait kiffer de faire des vidéos, mais j'avoue que je vais avoir envie d'avoir de bons résultats quand même sur la chaîne. Donc si vous trouvez que cette vidéo, elle est cool, n'hésitez pas à partager. En tout cas, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me taguer, même sur LinkedIn ou quoi, je commenterai. C'est toujours cool d'avoir du soutien. Et moi, ça me motive pour continuer de faire des vidéos comme ça et d'essayer d'apporter un max de valeur. Allez, bisous!